journée, c'est comme une feuille blanche. On vous souhaite donc de la remplir de très jolies couleurs en restant bien sûr en notre compagnie jusqu'à 7h30. Bonjour et bienvenue dans votre matinale. Je suis Nessie et je suis avec Marcella. Bonjour. Bonjour Nessie, enchanté. Je suis très heureux de vous rencontrer sur ce plateau. Vous allez bien? Je vais bien, merci et vous? Je vais super bien. Merci mesdames et messieurs également à vous d'être en notre compagnie pour ce deuxième rendez-vous, deuxième émission de l'année. Au sommaire, on aura bien sûr le droit, parce que vous le savez, le mardi c'est droit, ça n'a pas changé, quelle que soit l'année. Monsieur Lesseyi Alain, magistrat, juge des tutelles au tribunal de première instance d'Abidjan, sera notre invité dans la dernière partie de cette émission, dans le Money Time comme on dit. Mais avant, on aura le temps de discuter avec notre spécialiste techno, avec qui on parlera de nouveautés, sans oublier notre autre spécialiste, cette fois en entrepreneuriat, Monsieur Jean-Baptiste Quadio. Installez-vous confortablement. Elle est de retour après avoir bénéficié d'un jour férié. Elle est la seule dans ce cas-là à bénéficier de repos en dans cette période fériée. Bonjour Fatim et surtout, bonne année 2018 à vous. Bonjour Marcelin, bonne année 2018. Je me permets de lui faire un bisou quand même. Oui. Bah, allez, oui, spontanéité oblige, spontanéité. mes meilleurs voeux. Santé, amour, prospérité. Et bienvenue Nessie. C'est l'avantage du métier. Meilleurs voeux pour cette année 2018. Merci, pas bienvenue à Matin Bonheur, mais bienvenue dans notre galère de la quotidienne. Yako, ça va aller. Meilleurs voeux aussi à vous. Je vous souhaite le meilleur et plus encore pour 2018. Allez, tout de suite, les premiers titres de cette nouvelle année 2018. On va démarrer comme habituellement avec Fraternité Matin qui très logiquement affiche bien sûr le message du chef de l'État. Alassane Ouattara annonce les grands chantiers de 2018, le lancement des travaux du 4e pont notamment et puis recrutement de 5000 instituteurs, nous dit donc la couverture. Le général Touré Sékou se retrouve aussi à la une de l'Inter, vous allez voir, avec aussi le chef de l'État. L'Inter qui prolonge un peu la une précédente avec le plan du chef de l'État pour l'armée et donc le général Sékou qui fait une importante annonce à ce sujet. Et selon l'évêque Marcelin Quadio, bien, la réconciliation est dans l'impasse, nous dit la couverture. Le journal de l'opposition aussi s'intéresse aussi au sujet de cette nouvelle année, c'est-à-dire les vœux du chef de l'État et parle d'un gros dérapage d'Alassane Ouattara. Et au sujet de la présidentielle ivoirienne, eh bien, Georges Weah encourage Drogba à se présenter. Le prix Ebony s'invite en une de l'intelligent d'Abidjan, un ex-professeur de PS désigné meilleur journaliste ivoirien. Eh bien, la une parle bien évidemment de notre confrère et collègue Koné Parga-Soro qui a remporté le prix Ebony. Félicitations à lui. Le quotidien s'interroge aussi où sont passés les 2 millions de francs CFA du Premier ministre au chef traditionnel à Agboville. Vous trouverez maintenant une histoire incroyable à la une d'Allo Police, votre hebdomadaire des faits divers. Eh bien, un homme réapparaît la veille de ses funérailles. Il était resté bloqué dans une mine 35 jours sans manger. On y retrouve aussi le témoignage de Sonia, 17 ans, porte-parole des prostituées mineures. On abordera ces sujets dans le courant de la semaine. Et on finit avec cette une drôlissime de votre hebdomadaire humoristique qui titre 2018, pardon, faut pas ressembler à 2017. Et on voit des hommes qui viennent d'enterrer tous leurs problèmes 2017 et l'un d'eux dit à l'année 2018, si tu nous envoies des problèmes comme 2017, on va t'enterrer avant décembre, c'est bien dit. Allez, encore une fois, mes meilleurs voeux et puis on se retrouve pour le détail des articles aux alentours de 6h45. Merci beaucoup Fatim. Merci beaucoup Timfa. Ensuite, Nessie. Et effectivement, alors le mois de décembre fut le mois de tous les excès. Normal, hein, il y a plusieurs fêtes, il y a la fête de Noël, il y a le Nouvel An, donc on y va à fond avec la nourriture à gogo, on ne se retient pas. Et maintenant, nous sommes en janvier et on sait qu'en janvier, ça diminue, hein, tout est restreint, surtout le portefeuille. Si on n'a pas le temps, on n'a plus les moyens de s'inscrire en salle de gym, heureusement pour vous qu'il y a dans Matin Bonheur une rubrique pour vous permettre de brûler tout ce que vous avez pu accumuler comme calories. On retrouve notre coach Fabrice pour la gym. Bonjour à tous, première émission de l'année 2018. Je suis ravi d'être en votre compagnie, mais pas seulement. Je suis en compagnie aussi du coach Kadi.
Bonjour coach Fabrice, bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre première émission de l'année 2018. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec coach Fabrice, ce qui est un honneur pour moi. On va commencer par faire des exercices un peu plus dynamiques aujourd'hui, donc une séquence d'exercices. On va vous les démontrer. Je vais vous montrer la version facile et moi je vais faire la version, disons, avancée. Excellent. Alors, on va commencer par, premier exercice, on va commencer par des jumping jacks. On va essayer d'en faire 15. On ne va pas essayer, on va les faire. 15 jumping jacks et c'est parti. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5. 1, 2, 3, 4. Ok, super. Deuxième exercice, on va partir pour des déplacements sur notre tapis. Donc, on va descendre, on va emmener les mains au sol, on va avancer, on va aller le plus loin qu'on peut et on va revenir. On lève les bras vers le plafond, on part vers l'arrière, on allonge les jambes cette fois. Moi, je pousse les jambes et je les ramène. Là, ça fait 1, on en fait 5. Allez, on met un peu plus de rythme. Allez, on descend, on pousse les jambes. Super. 2. Allez, encore. 3, super Caddy, super. C'est un exercice où lorsque vous allez le faire, vous allez sentir les jambes travailler, les bras, les abdos aussi. Donc profitez, faites-le en même temps que nous. Donc cette première de l'année. Allez. 4, il en reste encore un Caddy, c'est ça? Oui. Ok. Allez, le dernier, on pousse et on revient. Ok, super. Excellent. Troisième exercice, on va partir pour des squats avec élévation des bras au-dessus de la tête. On va garder les jambes écartées, les orteils vers l'extérieur, le dos droit. On descend, on emmène les mains au sol et on remonte, on emmène les bras au-dessus de la tête. On va en faire 15. Ici, on travaille les jambes, les fesses et les épaules. On essaye de bien respirer, on expire en montant, n'est-ce pas? Super, c'est ça même. Huitième, presque fini, on est rendu à la moitié. Il nous en reste 5, 5 dernières. Deux dernières. Tu y es? Ça va. Alors, moi j'en ai fait 30. Il faut au moins être solidaire avec les femmes. Elle a fait tout doucement 15. Donc, veillez à répéter ces exercices chez vous à la maison. D'accord? On passe pour le prochain exercice, les push-ups ou bien les pompes. Allez. Pour faire donc des pompes, on se met sur la pointe des pieds, là. Et on descend la poitrine. Comme ça. Et on revient. On va en faire 8. D'accord? 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. Pour les demoiselles, je vous invite à garder les genoux au sol et à penser à descendre juste le haut du corps. Et on expire en montant. Ok. Super, Caddy. Le dernier exercice qu'on vous propose aujourd'hui, c'est lequel, Caddy? C'est les abdos. Ah, d'accord. Donc, on se met au sol, on reste au sol en même temps. D'accord. Oh, on se fait pas, c'est mieux. Voilà. Alors, on va garder les mains en arrière, les doigts vers les fessiers. On D'accord. va garder les talons au sol. Rentre le nombril, on bascule le bassin pour garder les abdos contractés. On va monter une jambe et on va alterner tout doucement. On y va lentement. On pense à bien respirer durant notre mouvement. Encore 6 autres. Allez, si vous pouvez le faire sans les bras, vous le faites comme ça. Croisez juste les bras sur la poitrine. Ok. 3, 2, 1. Ok, super. Alors,
J'ai trouvé que cette série d'exercices était super, car ça travaille énormément. C'est Coach Kadi qui a donné des exercices. Donc vous voyez que c'est une femme, mais ça ne veut rien dire du tout en matière de sport. Que ce soit un homme ou une femme, vous pouvez faire tous les exercices. Il suffit juste que vous ayez un peu de volonté. N'est-ce pas, Coach Kadi? N'est-ce pas? Très bien. Merci beaucoup, Coach Fabrice, pour ces compliments. Ça me va droit au cœur. Alors, on profite encore pour vous souhaiter tous nos meilleurs vœux pour l'année 2018. Beaucoup de bonnes choses et on vous souhaite une année en santé. Continuez de faire du sport, beaucoup de succès. La réussite. La réussite. Tout ce que vous allez entreprendre. Exactement. Et restez avec nous pour les prochaines émissions de gym. En fait, demain, c'est toi qui présente la gym. Ouais, c'est moi. D'accord, donc demain, rendez-vous avec Coach Kadi. Allez, ciao. Allez, merci. Et merci à notre duo de choc qui nous permet quand même d'être en mode détox et de vraiment recharger les accus pour le reste de l'année, de la semaine, des mois. Parce que, tenez-vous bien, nous ne sommes qu'à la première semaine. Il nous reste encore pratiquement 50. C'est pas donné. Merci en tout cas d'être à Matin Bonheur en ce 2 janvier. Aujourd'hui, nous fêtons les Basiles. Oui, Basile qui vient du grec Basilus qui signifie roi. Et nous souhaitons un joyeux anniversaire à un des Basiles les plus célèbres. Ou si vous préférez, le Marseillais, l'Ivoirien le plus célèbre parmi les Marseillais, Basile Boli, qui a 1 an de plus aujourd'hui, 51 ans, à qui nous souhaitons un heureux anniversaire. Nous allons rester, mesdames et messieurs, dans la frénésie de tout ce qui rythme chaque début d'année. Dunkerque, c'est une commune française et sous-préfecture du département du Nord. Chaque 1er janvier, mesdames et messieurs, les habitants se rendent sur la plage de Malo-les-Bains pour y prendre un bain. Cela est une tradition depuis 19 ans. Et vous savez, mesdames et messieurs, qu'en décembre, en France, en Europe, ça caille. Donc, c'est tout le mérite de ces personnes-là. On va voir ça maintenant en nos commentaires. Bon, j'imagine, hein. Ça c'est... On va essayer, même en armatan, mais nous, on ne peut pas faire ça ici. C'est pas évident. C'est pas évident, surtout en période d'armatan. Il y en a beaucoup qui ne prennent pas de douche. Donc imaginez un peu avec l'hiver. Et l'expression consacrée, c'est qui? Tu le cabri. C'est une expression qui est utilisée ici en Côte d'Ivoire pour dire qu'on ne prend pas de douche. Voilà. Tu le cabri. Voilà. On vous expliquera ça en détail la prochaine fois. Super. Alors, Marco, oui. On va voir ce qui se passe sur nos routes. D'accord. Donc, on va faire un tour pour voir si les Abidjanais sont sortis. Parce que hier, c'était férié, aujourd'hui, non. Le boulot reprend. Et on va voir sur nos routes si les Ivoiriens sont sortis nombreux. C'est le point route. On dit souvent qu'après la fête, la défaite. On va voir sur, mais, allez, on va voir sur les routes. Voilà, là, nous sommes sur le Latri, à Cocody, en plein cœur de la capitale économique Abidjan, avec un trafic qui est très calme. Il n'y a pratiquement rien à signaler. Donc, c'est le moment de sortir. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans les embouteillages, c'est le moment de sortir. Allez, vite. Juste après Matin Bonheur, bien sûr. Deuxième tronçon. Ouais. Deuxième tronçon. C'est où, Nessie? Au plateau. Nous sommes au plateau. Et là, juste en face, on a la lagune Ébrié. Ça sort, hein? Ça sort déjà, ça continue, ça commence. Ça commence à bouger. On sent que le plateau commence à se remplir. Et vous êtes toujours sur Matin Bonheur, votre matinale Matin Bonheur. Troisième tronçon. Donc, nous allons avoir l'échangeur de Marcouri qui montre ce que vous avez dit précédemment, que c'est un peu calme, mais ça vient petit à petit. Petit à petit. Les gens sortent à dose homéopathique. Alors, il est exactement 6h10. Qu'est-ce qu'on a comme suite, mademoiselle Nessie? Alors, on va partir... pardon? D'accord, Anassi, c'est bien compris. On a des vœux, On a des vœux, d'accord. Donc, on va aller écouter les vœux de ceux qui nous souhaitent une excellente année.
Je voudrais donc, à l'orée de l'année 2018, présenter mes vœux de succès, mes vœux de santé, mes vœux de prospérité et de bonheur pour tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Que cette année permette à chacun de nous d'avoir la paix du cœur, la paix dans notre pays, la paix autour de nous. Car sans la paix, aucun développement ne peut se faire. Nous sollicitons donc l'aide des amis et des frères et sœurs de la Côte d'Ivoire pour nous aider à arriver à cette paix, afin que le développement de la Côte d'Ivoire puisse donc s'amorcer normalement cette année 2018. Je souhaite bonne et heureuse année aux Ivoiriens, surtout la commune de Pougon et à la Fédération des pâtissiers et surtout des pâtissières. Bonne et heureuse année 2018. Je présente mes vœux les meilleurs à toute la population ivoirienne. Que cette année soit une année de réussite, de santé, de longévité, et que cette année apporte aux Ivoiriens la paix, et que économiquement on fasse encore les chiffres, comme l'État le sait bien le faire. Et donc il faut que ça soit une année de bonheur. Que la Côte d'Ivoire règne comme toujours, que Dieu nous donne la santé, et Dieu fasse que la paix revienne, que nous soyons toujours dans la paix, pour que nous, les femmes qui se débrouillent, nous puissions avoir la vie sauve. On a besoin de la paix à Côte d'Ivoire. En tout cas, on a besoin de la paix parce que la paix est le préalable à tout développement. Merci en tout cas encore une fois de nous faire l'amitié et surtout le plaisir d'être en notre compagnie. Je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 7h30 et les mardis, on a des fondamentaux, on a le droit vers la fin et au milieu, on a la rubrique Entreprendre et avant la rubrique Entreprendre, on a la rubrique Techno et nous avons le plaisir de recevoir notre spécialiste techno, Monsieur Noël Quadio, avec qui nous parlons aujourd'hui des nouveaux moyens de déplacement juste après le jingle. Alors bonjour Monsieur Noël. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux moyens de déplacement. Alors nous sommes en 2018 et la technologie va grandissant, tout va très vite, ça évolue et aujourd'hui on ne se déplace plus de la même manière. Donc déjà, on avait les moyens de transport traditionnels qu'on connaissait, mais surtout en ville, on a les planches à roulettes, les skateboards, les rollers, mais aujourd'hui la technologie a réussi à électrifier, à faire en sorte que tout cela soit électrique. Donc désormais, c'est totalement autonome et on peut se déplacer sans fournir d'efforts. On a également des vélos électriques. Tout à fait. On a des vélos électriques, on a des rollers électriques, on a des planches à roulettes électriques et c'est tout cela qu'on va voir ensemble. C'est pas trop dangereux? Ben, il faut un minimum de protection, il faut un minimum d'apprentissage aussi et beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté. Absolument. Donc j'imagine quelqu'un sur son roller électrique entre les voitures. Bien sûr, ce n'est pas très recommandé pour la circulation entre les voitures, c'est surtout pour les randonnées, pour les visites touristiques, ce genre de choses-là. Mais au fur et à mesure, ça vient quand même. Je veux dire, on va développer des pistes cyclables spécialement adaptées pour ce type d'engin. D'accord. Allez, on va commencer. On va aller. Absolument. Avec les nouveaux moyens de déplacement, on va commenser tout de suite avec ce qu'on appelle les rocket skates. Rocket skates, voilà, la prononciation est bien meilleure que la mienne. Donc, ce sont des sortes de rollers, de gros rollers électriques qui se mettent en marche par derrière. Donc, on enfonce le bouton, ils se connectent au smartphone par Bluetooth. Et là, donc, on peut sélectionner le mode d'utilisation, le mode beginner. On peut voir également le niveau de charge. Donc, ça se recharge, c'est électrique. Et il permet de se déplacer aussi simplement que cela. Mais ça, c'est plus ludique. C'est ludique, mais ça a quand même un aspect pratique. Oui, surtout en entreprise, lorsque par exemple, on a il y a des open space de grande superficie. Tout à fait. Pour se déplacer, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, ça nécessite un certain temps d'apprentissage, mais c'est assez pratique. Donc assez simple. Là, par exemple, c'est pratiquement dans le parking. Dans le parking. Voilà. Ils peuvent donc se déplacer jusqu'à 20 km/h. D'accord. Le second élément, c'est ce qu'on appelle le double round skate. Donc, à la différence du premier, là, c'est carrément 2 roues indépendantes qui permettent d'effectuer des mouvements en se déplaçant. C'est tout à fait autonome également. Ça peut aller jusqu'à 25 km/h et on peut donc orienter les pieds de façon tout à fait indépendante. On passe carrément au monocycle, ou encore appelé monowheel. Donc là, il fonctionne avec une seule roue. Donc, de part et d'autre. C'est ça qu'on dit monowheel. Monowheel. Wheel, ça veut dire pneu en anglais. En anglais, exactement.
Exactement. Donc, ils sont constitués d'une seule roue encadrée de 2 marchepieds. On pose les pieds de part et d'autre. Ils sont électriques, rechargeables entièrement par électricité, par le courant. Wow. Et ils fonctionnent tout seuls, autonomie. Alors, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de commande, il n'y a pas de manivelle, il n'y a rien du tout. C'est le poids, c'est donc le centre de gravité humain qui permet de déplacer, aller vers la gauche, on s'incline vers la gauche, on s'incline vers la droite, on part à l'arrière pour ralentir, à l'avant pour avancer. C'est totalement autonome. Et cela demande une parfaite maîtrise de l'engin. Absolument, absolument. Le deuxième élément, un grand sens de l'équilibre. Absolument, bien sûr. Mais ça vient tout seul aussi quand même, ça vient assez vite. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le one wheel, toujours one wheel, donc monocycle, electric skateboard. À la différence du premier, là, il y a carrément une planche, c'est fixé sur une planche, on peut poser les 2 pieds de part et d'autre du pneu. C'est un gros pneu, il fonctionne avec un moteur de 500 watts, un puissant moteur, et il peut aller jusqu'à 24 km/h. Son grand avantage, c'est qu'il est tout terrain, il permet donc de slalomer sur tous les types de routes. C'est un peu le style VTT de skateboard. Exactement, on peut le prendre comme ça, tout à fait. Donc c'est très pratique, c'est très intéressant en termes d'utilisation. Donc il y a des éléments électroniques dans la planche en fait. Ensuite, on passe carrément au overboard. Donc là, c'est carrément l'engin urbain le plus à la mode en ce moment. Hein. C'est très connu, l'ordre de prise est de l'ordre de 200 à 250 000. Donc c'est une planche à roulettes qui s'équilibre toute seule et qui a 2 roues, donc des roues fixées de part et d'autre. Ça a beaucoup marché pendant les cadeaux, les fêtes de Noël. Effectivement, de bonnes idées cadeaux. Donc c'est toujours le mouvement du corps qui définit la direction qu'on emprunte et le sens dans lequel on va, à l'avant, à l'arrière. Il n'y a pas de commande, c'est entièrement autonome, donc c'est pas de manivelle. On passe maintenant au gyropode. Donc le gyropode, c'est à la différence du overboard, lui, il y a quand même un maintien. Donc il y a une tige qui permet de s'arrimer et il fonctionne également tout seul, électrique, entièrement électrique, le moteur, on marche dessus et on tient la commande à la verticale. Donc c'est très pratique, ça permet de se déplacer, de ne pas fournir d'efforts, c'est tout à fait électrique, donc c'est pratique pour nos villes, ce n'est pas polluant. Donc, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de commande. Il y a également des modèles tout-terrain qui permettent de faire des randonnées je veux dire, dans des petites sorties. Hein, c'est quand même pratique, des visites touristiques et tout. C'est quand même très intéressant. Donc, sans aucun effort, il existe des modèles tout-terrain, pas de commande, parfaitement stable. Et là, donc, les adaptations sont très nombreuses. Dans les grandes métropoles, effectivement, la police en est équipée. Donc, c'est pratique, ça permet de rapprocher la police de la population. Donc, ils permettent donc d'effectuer des patrouilles dans le centre-ville. Les statistiques estiment qu'il y a plus de 1500 forces de sécurité à travers le monde qui utilisent aujourd'hui les gyropodes. Donc, c'est pratique parce que... Est-ce qu'avec ça, on peut vraiment poursuivre un volet? Ah, justement. Ça dépend des zones. C'est vrai que dans les escaliers, ce n'est pas très pratique, mais dans des zones avec suffisamment d'espace... dissuasif, peut-être? Exactement, exactement. Mais là, ça va jusqu'à combien de kilomètres? Ça peut aller jusqu'à 20-25 km/h. Ah, quand même. Et donc, c'est des modèles spéciaux qui sont conçus avec des sirènes, des gyrophares et puis une sacoche pour des équipements spécialement pour la police. Donc ça, c'est quand même pratique. C'est assez intéressant. On peut dire que ça va un peu dans l'avenir. Mais dans certaines zones, c'est encore à titre d'essai, à titre de projet pilote. Mais au fur et à mesure que ça se développe et ça devient courant, ça ne se prend plus vraiment. Ensuite, après les overboards qui équipent la police, on peut passer carrément au flying skateboard. Alors là, c'est la grosse innovation, c'est carrément le futur, c'est demain. Flying, exactement. Skateboard. Donc, ça flotte carrément sur le sol. Il n'y a aucun contact entre la planche et le sol. C'est un système magnétique, donc sur un revêtement spécial. L'utilisateur est sur la planche, il se déplace vers l'avant, vers l'arrière, ça glisse carrément. Et donc, aucun contact entre le sol et l'objet. Alors, le deuxième modèle, c'est celui-ci. Il a été conçu par un constructeur automobile. Il est certes encore à l'état de prototype, mais il est entièrement autonome et il ne touche pas le sol. Donc, c'est le même système, il vole carrément et il plane sur une surface spéciale. Ce n'est pas sur tous les sols. Exactement, c'est une surface spéciale. Exactement, tout à fait. C'est un système magnétique avec tout un arsenal de technologies intégrées et un système de refroidissement à l'azote liquide. C'est pourquoi il y a le dégagement de fumée un peu sur le côté. Donc, ça vole, ça plane carrément, l'utilisateur est en lévitation entièrement. Est-ce que c'est écolo? Oui, c'est écolo. Avec l'azote, tout ça qui... Oui, en fait, c'est de l'hydrogène et ça produit de l'oxygène, dégagement de vapeur. D'accord. Donc, c'est plus de la vapeur, c'est pas de la fumée en tant que telle. C'est plus de la vapeur, donc en termes d'écologie, c'est bon. Et c'est vraiment la grosse innovation. Donc, c'est la planche à roulettes sans roue. C'est disponible pour des pays africains? Non, ce n'est pas encore disponible en commerce, c'est des prototypes, mais la commercialisation va se faire. D'accord. Cette année 2018. 2018, je pense, oui. Je pense que 2018 va voir ce projet parce que là, la présentation date quand même J'imagine que le prix sera accessible.
Enfin, on espère surtout. J'ose imaginer que le prix sera accessible à tous. On espère. C'est le dernier? Et donc là, oui, on se rapproche de la fin. Ah, d'accord. Donc là, c'est encore des phases de test. C'est carrément un drone qui peut transporter une personne. Donc on passe du drone qui transporte personne, donc le drone sans pilote, avec carrément un pilote qui est sur le drone. Donc là, ça fonctionne avec un système de 8 hélices qui sont posées. Ça a un effet très futuriste. Hein. On a l'impression que c'est carrément de James Bond. Justement, c'est inspiré des films de science-fiction. Effectivement. Mais c'est toujours dans les films de science-fiction. Rien n'est fait par hasard. Hein. Lorsque vous voyez un instrument comme ça dans un film de science-fiction, c'est qu'il est en préparation. Effectivement. Là, l'autonomie est encore assez réduite. On a juste une dizaine de minutes de vol. Wow. Mais ça peut supporter tous les poids? Absolument. C'est très pratique. Jusqu'à combien de kilos? On va jusqu'à une centaine de kilos. Ah bon? Centaine de kilos en Europe ou en Afrique? Parce que faut préciser aussi. Alors là, c'est un amateur de sport extrême. Il s'appelle Frankie Zapata, c'est un Français. Il a créé donc ce drôle d'engin qui fonctionne avec 8 réacteurs et qui permet donc de le transporter jusqu'à 300 mètres d'altitude. Donc il peut monter jusqu'à 300 mètres d'altitude et une autonomie d'une dizaine de minutes, 10 à 20 minutes au maximum. Certes, il n'est pas véritablement autorisé de vol en France, mais le plus important, c'est l'innovation, donc la capacité de créer cela. Donc il peut voler carrément, il peut décoller, il monte, il redescend. C'est vraiment très pratique, mais il n'a pas encore toutes les autorisations pour le faire. C'est encore des objets à l'état de prototype. Mais le développement se fait au fur et à mesure et je pense que les homologations vont venir aussi. Donc là, c'est Frankie Zapata, un Français qui espère qu'on ne lui coupe pas les ailes. Mais attendez, à cette allure-là, on finira un jour par voler, hein? Ben effectivement. Et je pense que ce sera pratique. En 2018, déjà, on a ça. Qu'imaginer en 2058, en 2070, l'homme pourra voler, regardez, par exemple. Bien sûr, et là, il monte carrément très haut. Wow. Et il est parfaitement autonome. C'est le mouvement du corps qui définit l'orientation de l'équipement. On peut faire Abidjan-Toumaudi en 10 minutes, 12 minutes. Non, mais pour Abidjan-Toumaudi, ça sera plutôt sur un balai. Pour les embouteillages, quand même, c'est l'avenir. Pour les embouteillages, oui. C'est pour les embouteillages, c'est tout bénéf là. Tout à fait. Et donc là, on revient encore à la réalité. À Dubaï, notamment, la police s'équipe de motos volantes. Donc c'est toujours sur la base de drones, un système de 8 hélices. Et la moto peut monter jusqu'à... La moto est équipée déjà de 8 caméras. Donc c'est pratique pour la police. Elle peut monter jusqu'à 5 mètres de hauteur et jusqu'à 20 km/h en termes de vitesse. Donc elle décolle carrément, c'est parfaitement autonome, c'est entièrement électrique. Je vous envoie faire un tour, on est ici? Oh oui, avec plaisir. Et les policiers donc, de Dubaï sont équipés de ces motos volantes. C'est très innovant, c'est carrément le futur. Et le top du top, le must, c'est cet équipement. Donc c'est une amélioration de la moto volante. Là, c'est un drone, mais entièrement autonome. Donc, il fonctionne tout seul. C'est à but, c'est le but de transporter des passagers. Donc, le passager ne pilote pas l'engin. L'engin a déjà une trajectoire définie. Le pilote monte à l'intérieur et là, il devient uniquement un colis. Donc, il est transporté simplement. Et le drone est tout à fait autonome. Il fonctionne tout seul. Avec un système de 8 hélices, il peut aller jusqu'à 20 km/h en termes de vitesse et monter entièrement autonome. Donc là, c'est l'avenir. C'est carrément un hélicoptère et c'est le futur. Marco a peur de l'embouteillage. Il monte dans son... Comment on appelle ça? Dans son hélicoptère. Tout à fait. Un aéronef privé et il vient à RTI tranquillement sans passer par les embouteillages. Il évite les embouteillages. Ils évitent les embouteillages. Mais le prix aussi, vraiment, on ne va pas le louper. Alors, on a remarqué que dans les éléments, c'est fini. Hein, tout à fait, c'est le dernier. Dans les éléments que vous venez de proposer, et ce qui est touchant tout de suite, c'est que la police, la sécurité, tout de suite, s'empare du projet. Absolument. Parce que ça peut aller dans des mains vraiment qui ne sont pas très licites. On va dire ça comme ça. Mais quid de nos forces, nous, en Afrique? Nous, on va attendre encore qu'on ait fini d'utiliser ça là-bas pour nous refourguer ça 5 ans, 15 ans après. Est-ce qu'au niveau des pays africains, j'ai entendu parler du Rwanda qui est très, très, très connecté. Est-ce qu'au niveau des pays africains, il y a certains qui commencent à s'arrimer à ce genre de technologie-là? Ici, ce genre de technologie arrive, mais ce n'est pas encore du côté, je veux dire, ça n'a pas vraiment un aspect sécuritaire en tant que tel. C'est plus commercial. Donc, il y a des entreprises, exactement, c'est déjà ludique. Donc, des utilisateurs personnels, des particuliers l'achètent pour l'utiliser, pour jouer. Des entreprises également utilisent ces moyens ces technologies pour faire la promotion de produits. Donc, les gyropodes sont déjà utilisés pour des campagnes marketing, on gagne en termes de visibilité.
Mais il serait intéressant, donc, comme vous avez dit, que la sécurité, que les ministères, que les administrations s'appuient sur ces innovations technologiques pour améliorer la qualité des services, en fait. Je pense que ça devrait. J'ai entendu quelque part que l'armée israélienne testait donc des aigles pour contrer les drones. Tout à fait, tout à fait, effectivement. Des aigles pour contrer, par exemple, en cas d'attaque au drone, l'armée israélienne. Tout à fait. L'armée israélienne forme des aigles pour contrer. Dès qu'un drone décolle, il y a un aigle qui, quelque part, doit intercepter le drone quand il n'est pas maîtrisé. Et l'aigle est formé par l'armée israélienne. Oui. Wow. Il y a tout ce qu'il faut pour contrer le drone. Effectivement, j'ai lu le même article, c'est très futuriste et ça donne à réfléchir. Vraiment. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Avec vous, on a eu des informations sur tout ce qui est innovation, nouveaux moyens de déplacement, technologie. Merci beaucoup. Et on va retrouver quelqu'un d'autre avec qui on parlera d'informations d'ici. Et d'ailleurs, mais avant, c'est la couleur du temps avec la météo. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, le début sera marqué par la présence de brumes humides ou de brouillard dans le sud forestier et sur les régions du littoral. Par la suite, les nuages apparaîtront de plus en plus tout en faisant de belles ouvertures au soleil. Dans le reste du pays, le temps restera dominé par la présence de brumes sèches. Les variables de la matinée, on notera 24 degrés sur les villes d'Abidjan et celle d'Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 20 degrés sur la ville de Boaké, 21 degrés à Daloa. Il fera 22 degrés à Dimbokro comme à Gagnoa dans le Go, 21 degrés à Korogo, 20 degrés à Mans, 19 degrés à Odiné dans le Kabadougou, 23 degrés à San Pedro, 25 degrés de maximal à Sassandra, 22 degrés à Tabou, enfin 21 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, les régions du nord et celles du sud resteront sous l'influence des vents de l'harmattan avec un temps chaud et sec. La présence de vents humides sur les régions du littoral pourrait amoindrir les effets des vents secs sur le sud du pays et favoriser par la suite un temps humide et chaud. Les variables de l'après-midi à présent, on notera 31 degrés sur la ville d'Abidjan, 30 degrés à Diaké, 34 degrés de maximal à Bondoukou, 33 degrés à Boaké, 32 degrés à Daloa comme à Dimbokro, 31 degrés à Gagnoa, 32 degrés à Korogo, 31 degrés à Mans, 33 degrés à Odiné, 30 degrés à San Pedro comme à Sassandra, 29 degrés, ce sera la minimale à Tabou, enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Dans son message de Nouvel An, le président de la République Alassane Ouattara a présenté un nombre d'actions qui seront réalisées au plan politique en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2018. Et décryptage de ce message du chef de l'État sur le plan politique avec Viviane Haïm. Beaucoup d'espoir pour 2018, annonce le président de la République dans son message de Nouvel An. Espoir quant à l'amélioration de la sécurité intérieure et la stabilité du climat social. Espoir quant à la poursuite de la croissance et du développement économique. Espoir quant à l'amélioration des conditions de vie des populations. Espoir aussi au plan politique. 2018 sera l'année du parachèvement des institutions politiques de la Troisième République, adoptée par le référendum du 30 octobre 2016. Si 2017 a vu l'installation d'une partie
des institutions politiques nationales de la Troisième République, notamment l'installation du vice-président, du nouveau Premier ministre et la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale. 2018, annonce le président de la République, verra la mise en place de toutes les institutions politiques de la Troisième République. En 2018, nous continuerons à renforcer notre maturité démocratique et à moderniser notre pays, notamment par la mise en place des différentes institutions telles que prévues par la Constitution de la Troisième République. Oui, nos institutions doivent être fortes et crédibles pour permettre une paix durable et bâtir une nation forte. Et à cet effet, nous organiserons en 2018 les élections municipales, régionales et sénatoriales. Les élections municipales et régionales pour renouveler les organes dirigeants des collectivités décentralisées devaient se tenir en principe juste après la présidentielle et les législatives. 2018 verra donc l'achèvement du processus électoral et verra aussi l'installation du Sénat, qui est la deuxième chambre parlementaire. Selon l'article 87 de la nouvelle Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens vivant hors du territoire national. Pour sa composition, 2/3 des sénateurs seront élus par les conseillers régionaux et municipaux établis en Côte d'Ivoire et 1/3 des sénateurs sera nommé par le président de la République parmi les Ivoiriens établis en Côte d'Ivoire et ceux établis hors du pays. Le mandat des sénateurs est de 5 ans. 2018 sera aussi, comme le laisse entrevoir le président de la République, une année de stabilité et de paix au plan politique intérieur, grâce au renforcement de l'alliance RHDP, désormais en marche vers la création du grand parti unifié. Ces élections seront une nouvelle occasion de renforcer l'alliance du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et je voudrais à nouveau saluer mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour son engagement constant dans la construction de ce grand rassemblement qu'est le RHDP. Un comité de haut niveau a été mis en place en début du mois de décembre et est chargé de définir les modalités de la création du parti unifié et d'élaborer les textes se rapportant à sa création. Enfin, toujours au plan politique, l'année 2018 verra un pas supplémentaire vers le transfert de la capitale à Yamoussoukro avec l'établissement du siège du Sénat dans la capitale politique. Des dispositions sécuritaires avaient été prises pour permettre aux populations de passer de bonnes fêtes de fin d'année. L'opération Mirador 2017 a été mise sur pied par les grands commandements et elle comprend la police, la gendarmerie nationale et les forces armées de Côte d'Ivoire. Pour s'assurer du bon déroulement donc, du dispositif, les grands commandements ont entrepris une tournée pour faire un point de la situation sur le terrain. Abou Sanogo les y a accompagnés. État-major général des armées ce dimanche 31 décembre 2017. Poste de commandement principal. Les grands commandements au grand complet pour le premier point de situation de l'opération Mirador 2017 de sécurisation des fêtes de fin d'année. Toutes les dispositions sont prises pour que les fêtes de fin d'année soient sécurisées, pour que nos braves populations puissent vaquer à leurs occupations et que les festivités se déroulent dans les meilleures conditions. Pour les derniers 100 mètres de cette opération de sécurisation, les grands commandements se sont rendus sur le terrain pour s'enquérir de l'effectivité du dispositif. Première escale, Radio Côte d'Ivoire, au plateau, échange avec un des responsables, puis appel aux hommes à la vigilance en cette période de fête. La place de la République, l'espace Coca-Cola, toujours dans la commune du plateau, sont les sites qui ont été visités. Toutes les forces ont été déployées pour l'occasion. Et les populations ont été rassurées par leur présence et surtout par celle des grands commandements. Cap sur la commune de Cocody, Carrefour Saint-Jean, la présence des forces est remarquée. Quelques consignes et direction la maison de la télévision. Le général de corps d'armée Touré Sekou, chef d'état-major général des armées, réitère le même message, vigilance et cohésion. Nous sommes ensemble de jour comme de nuit. Quand quelqu'un a une information, il passe aux autres. Et c'est comme ça qu'on travaille.
n'y a pas de barrière, il n'y a pas de cloison entre les forces. Tu as compris? Voilà, donc vous qui commandez les sections ou bien les détachements là, il faudrait que vous fassiez comprendre ça à vos hommes. Après la RTI, le Grand Commandement marque un arrêt au poste de coordination des décisions opérationnelles CCDO, où, avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, ils vont s'enquérir de la situation sur le terrain. Nous nous sommes par la suite rendus à l'état-major de la Marine nationale, qui a pour mission la sécurisation du plan d'eau maritime. Et pour le clou des festivités de fin d'année qui se déroulent en zone lagunaire, la Marine nationale a pris des dispositions. Le feu d'artifice se passe en milieu lagunaire, donc c'est notre zone vraiment de compétence. Nous sommes là pour interdire tout mouvement non concerné dans cette zone. Les embarcations sont larguées avec des consignes claires. La surveillance des eaux, cap sur le district de police de Yopougon, un dispositif de patrouille motorisée et pédestre pour permettre aux populations de profiter des festivités, un autre de régulation de la circulation et un dispositif d'intervention qui a d'ailleurs permis d'interpeller des jeunes gens qui se battaient avec des tessons de bouteilles. L'opération Mirador 2017 a mobilisé 16 700 soldats sur l'ensemble du territoire, toutes forces confondues, et 7 743 pour le district d'Abidjan. Bonjour 2018. Cette année encore, ils sont nombreux les spectateurs qui ont effectué le déplacement du Palais de la Culture de Treichville pour communier avec les humoristes. Le thème choisi cette année, c'était Union, discipline et travail. Le reportage est signé Nou Sangaré et par Gassoro Kone. Palais de la Culture d'Abidjan, il est un peu plus de 20 heures. Dans ses coulisses, des humoristes ivoiriens et de la sous-région. Certains sont en pleine concentration quand d'autres sont aux dernières répétitions. Leur présence participait à la traditionnelle émission humoristique initiée par la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, Bonjour. Avant leur passage devant le grand public, ils reçoivent les dernières consignes. Aucun ne doit rater son passage sur scène. Dans la salle et derrière le podium, force de l'ordre, équipe technique, spectateurs, autorités et parrains sont en place. L'organisation est parfaite. Chaque année, on constate qu'il a été fait un petit plus et c'est pour le bonheur de tous les spectateurs ivoiriens et tous les spectateurs du monde entier. Le spectacle peut alors commencer. Sur la scène, les humoristes Agalawal, le magnifique, Ramatoulaye, Priscille la dégameuse et bien d'autres tiennent le nombreux public du palais en haleine. Le rire était au rendez-vous. Le petit du lion, il a dit lion chaud. Le petit de l'éléphant, c'est champignon. Henri Konan Petit est le Yorobo de Baoulé. Alassane Ouattara est le Yorobo de Doula. Le Yorobo de Pété. C'est la première fois que je viens et j'apprécie énormément. J'ai découvert des talents, des gens que je ne connaissais pas. Et je pense que vraiment en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on tourne tout en dérision et ça fait beaucoup de bien. C'est un très bon spectacle et ça détend tous les spectateurs. Et les sujets abordés sont très bien par nos artistes humoristes. Moi, c'est ma première fois de venir. J'ai toujours regardé ça à la télé, par des DVD. Cette année, j'ai eu la chance de passer mes vacances à Abidjan. Donc, j'ai souhaité avoir l'occasion de venir suivre ça en direct. Et là, je m'éclate, je suis content. Malheureusement, pour la première fois, j'ai perdu mon petit frère le 20 novembre. Ma petite sœur a souhaité que je vienne à Abidjan cette fois-ci pour venir vraiment échanger avec Bonjour 2018. Effectivement, depuis que je suis arrivée, je me fais que rire. J'ai même réussi à oublier un tant soit peu le deuil que je porte. Thème choisi cette année, la devise de la Côte d'Ivoire, Union, discipline, travail. Un thème apprécié par spectateurs, autorités et parrains de Bonjour 2018. C'est très important que nous habituions à bien comprendre l'essence de notre devise, de manière à ce que ce soit un héritage que nous cédions aux générations futures. Occasion pour eux de souhaiter des vœux à la veille de cette fin d'année. Je souhaite une excellente année 2018, surtout une année de paix, une année de cohésion, une année de fraternité, une année de travail aussi et une année de civisme. Fini Bonjour 2018 à Abidjan. Prochaine destination, certaines villes de l'intérieur pour des instants d'humour et de rire.
En plus bref, en RDC, le ministre des Postes et Télécommunications a annoncé le rétablissement d'Internet et des SMS lundi 1er janvier. Le signal de la radio Okapi est brouillé depuis le 31 décembre à la mi-journée et celui de la radio Top Congo est coupé. Dimanche, des marches lancées par les catholiques du comité laïque de coordination contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila ont été réprimées. Le bilan varie selon les sources. 4 tués, dont un policier selon le gouvernement. Au moins 5 selon l'ONU et 10 selon les organisateurs. Le comité laïque dit par ailleurs être sans nouvelles d'un prêtre. Le comité laïque de coordination promet également de nouvelles actions et invite les Congolais à rester mobilisés et prêts à répondre massivement au prochain appel. Et puis pour terminer, la situation reste toujours extrêmement tendue au bout de 5 jours de protestation en Iran. Les slogans anti-régime sont toujours scandés dans les rues de Téhéran. Hier lundi, un policier a été tué lors de violences liées aux manifestations antigouvernementales. 13 personnes au moins sont mortes depuis le 28 décembre. Les derniers mouvements de protestation violents en République islamique d'Iran remontent en 2009. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble. Merci beaucoup à vous. Merci Marcela. Et bonne suite sur RTI1, Hamza Diaby, que vous retrouvez régulièrement pour la présentation du journal de 13h sur RTI1. Merci d'être avec nous depuis ce matin, 5h55. C'est le deuxième rendez-vous de la semaine et de l'année. Maintenant, la revue de presse avec Fatim Djidji. Avec les vœux de Vamara Coulibaly dans l'Inter. Et oui, dans son éditorial, le journaliste revient sur les vœux des Ivoiriens. Sur le plan social, eh bien, les Ivoiriens avaient pensé que le messie de la finance et de l'économie était arrivé pour mettre fin à leur souffrance, mais les 9% de taux de croissance n'ont visiblement aucun impact sur leur quotidien. Au sujet de la réconciliation, les Ivoiriens sont largement déçus et attendent que cette année 2018, eh bien, les autorités prennent des décisions courageuses, car c'est toujours la chicotte de la justice qui s'abat sur les partisans de l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo. Alors en 2018, la seule question qui vaille est celle-ci. Comment faire pour que le vivre ensemble soit une réalité vécue en Côte d'Ivoire et non un slogan politique creux? Comment faire dans ce pays encore en crise, au corps social meurtri par des ressentiments de tout ordre, pour redonner à des millions de jeunes qui prennent la route de la Libye une nouvelle espérance? En cette année 2018, eh bien, les Ivoiriens, dans leur immense majorité, forment le vœu d'avoir des dirigeants qui tracent une voie nouvelle dans laquelle tout le monde se reconnaît. Allo Police revient sur une bonne action vite oubliée. Oui, c'est celle d'un chauffeur de taxi âgé d'une 50aine d'années qui avait démontré son honnêteté en 2009 lorsqu'un Européen avait emprunté son taxi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour la Riviera Palmeraie. Il avait oublié son sac rempli de billets d'euros sous son siège et eh bien, le chauffeur a eu la bonne idée de lui ramener, a été récompensé de 100 000 francs CFA. Malgré les railleries de son entourage qui a trouvé que cette somme était assez faible, eh bien, il est resté digne. Mais c'était jusqu'au 6 décembre dernier, le même taximan a été hélé par un passager au même aéroport, Félix Houphouët-Boigny. Celui-ci venait de Suisse, il avait plein de bagages. Et en prétextant vouloir sortir ses bagages, eh bien, le taxi a conservé une mallette, écoutez-moi bien, contenant 30 000 euros, soit 19 millions de francs CFA. À cela s'ajoute la disparition d'un ordinateur portable, de 3 cartes bancaires, de 4 cartes de crédit, un passeport canadien, un passeport américain, un passeport ivoirien. Je m'arrête là, la liste est non exhaustive, imaginez, c'est bien rattrapé. On poursuit avec le baromètre de la présence des politiques sur les réseaux sociaux. Et c'est publié par les veilleurs des médias et on commence avec les chefs d'État africains. Alors c'est l'image suivante et c'est d'abord sur Facebook, c'est Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, qui a le plus d'abonnés avec 1 600 000, suivi d'Alpha Condé, le président de la Guinée. Alors maintenant, l'image d'après, c'est toujours la même image, c'est Twitter cette fois-ci. C'est Muhammadu Buhari, le chef d'État du Nigeria, qui prend la tête avec 1 200 000 followers, suivi de Macky Sall, le président sénégalais. Concernant maintenant, c'est la prochaine image qui va apparaître, les ministres ivoiriens, eh bien sur Facebook, le champion de l'année, c'est Ahmed Bakayoko avec 42% d'abonnés en plus en 2017. Et sur Twitter, eh bien, le champion, c'est Bruno Koné avec 70% d'abonnés en plus, en 2017 aussi. Jeune Afrique revient sur le revenge porn qui secoue Kinshasa.
Ah oui, on pensait que la classe politique congolaise avait des problèmes plus urgents à régler. Mais depuis plusieurs jours, elle a traversé par une polémique nauséabonde. Une vidéo de quelques secondes circule de Facebook à WhatsApp qui montre un homme allongé sur un lit et sur le dos, son sexe en érection dépassant de son pantalon. La vidéaste le filme de près sans qu'il ne donne l'impression de protester. D'après ses diffuseurs qui ont agi le jour de Noël, l'homme en question serait Léonard Tché Okitundu, le vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères. Il est vrai qu'il lui ressemble, mais son entourage dément que ce soit lui sans totalement convaincre quiconque. Mais à vrai dire, là n'est pas la question. Selon le journaliste, car quelle infraction commise par l'homme de la vidéo mériterait-elle d'être dénoncée? Eh bien, aucune. À la grande différence des affaires d'harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle, le seul scandale dans cette sombre affaire est la diffusion de la vidéo elle-même, car la méthode est abjecte, conclut l'article. Et on finit avec une belle histoire, et c'est l'insolite. Et ça se passe dans un cadre féerique à Hawaï, s'il vous plaît. Alan Robinson et Walter McFarlane, deux sexagénaires, ils sont nés à 15 mois d'intervalle. Vous allez voir des images qui vont suivre. Les deux enfants de l'époque se sont vite liés d'amitié. Ils avaient tous les deux des histoires familiales assez troubles. L'un avait été adopté, l'autre ne connaissait pas son père, donc ils ont décidé de faire des recherches de leur côté respectif. Eh bien, les deux amis d'enfance ont découvert qu'ils étaient frères. Et vous voyez ce tweet incroyable, mais franchement, quand on les regarde de près, on se trouve qu'ils se ressemblent. Et c'est étonnant que personne n'ait pensé à cette solution. Donc je ne sais pas, imaginez Marcelin que votre meilleur ami soit votre frère. Vous apprenez ça. Qu'est-ce que vous allez dire? Moi, je considère que toutes les personnes humaines sont des frères et des sœurs. Donc pour moi, ça va de soi. Merci monseigneur Marcelin. Merci la comtesse, la duchesse Fatim Djidje. Merci beaucoup à vous. Merci. On vous retrouve demain toujours avec le même plaisir. Merci. On fait un petit coucou, un gros bisou à Eva Amani qui nous suit. On est de tout cœur, on la salue et on espère que bientôt on aura il y aura l'exclusivité de toutes les images. On se comprend. Allez, nous allons aller maintenant dans autre chose, dans notre conducteur. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai évoqué à l'instant. Mais là, on va parler économie. Toute l'année 2017, il était avec nous pour nous parler un peu d'entrepreneuriat et franchement, avec de forts effets, surtout sur la jeunesse. Monsieur Jean-Baptiste Quadio est avec nous. Aujourd'hui, on va faire un bref rappel. On va parler donc de comment financer son entreprise, de plan d'affaires, de rappel. Si on n'a pas de jingle, on va directement avec lui, c'est ça? On a un jingle. Ok, on va directement, il n'y a pas de souci. Je vous ai entendu là-haut, je vous ai entendu. Je vous ai bien entendu. Monsieur Quadio, bonjour. Bonjour. Bonne année 2018. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tous les entrepreneurs en cette année? À tous les Ivoiriens d'abord, bonne année. Et à tous les entrepreneurs, réussite et persévérance. C'est ça. Et à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, pour qu'ils suivent cette émission qui va leur parler de beaucoup d'entrepreneuriat et pour qu'on évite la Libye. Pour qu'on évite la Libye, mais pas que la Libye, parce qu'il y a beaucoup d'autres pays où se pratique l'esclavage. Oui, bon, d'accord. Comme c'était la Libye qui était là, le point de mire à la fin de l'année, j'évoquais ça. Mais c'est pour inviter tous les jeunes à leur dire qu'il y a tout en Côte d'Ivoire, il y a tout à faire et qu'il n'y a aucune raison qu'ils partent. Qu'ils aillent ailleurs. Cette année, on va parler de quoi en entrepreneuriat? Cette année, on continuera de parler d'entrepreneuriat. Lorsqu'on aura fini de créer, on va aborder les phénomènes comme la comptabilité, les finances, le commercial, comment gérer tout ça. Les idées d'entreprise aussi. Les idées d'entreprise. On va parler de beaucoup d'idées d'entreprise. Et pour parler d'idées d'entreprise, on a commencé cette émission avec l'idée d'entreprise. Nous tous, sur ce plateau, tous les Ivoiriens ont une idée d'entreprise. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de besoins à satisfaire. Et l'idée d'entreprise naît de la volonté de satisfaire un des besoins qu'éprouve l'homme. Et on est d'accord tous que l'homme a beaucoup de besoins. Donc, il y a forcément une idée d'entreprise. Et pour nos pays sous-développés, où il y a tout à faire, il y a beaucoup d'idées d'entreprise. Mais, comme je l'ai toujours dit, entre l'idée et l'entreprise qui se met en place, il y a tout un cheminement qui va passer par l'étude de faisabilité, le plan d'affaires. On a parlé des plans d'affaires commerciaux où on va identifier notre clientèle, nos produits, comment on va les présenter, des faisabilités techniques où on dit, bon, ok, voilà comment on va présenter le produit, comment on va l'offrir aux clients, et puis surtout
de faisabilité financière où on a parlé des comptes d'exploitation prévisionnelle qui va comparer mon chiffre d'affaires à mes charges. Quand c'est positif, je ne me lance pas. Je vais faire mon plan de trésorerie pour comparer les flux d'entrée et les flux de sortie. Et c'est quand c'est positif que je vais lancer mon entreprise. D'accord, monsieur Jean-Baptiste, mais en même temps, il y a un problème qui se pose. Oui. Notre système scolaire qui est mis en place forme plutôt des cadres au lieu des entrepreneurs. Oui. C'est ce qui pose problème. Parce qu'à l'école, depuis l'école primaire, on m'a formaté et après, à l'université, on me parle d'entrepreneuriat. Oui. Déjà, je n'ai pas grandi, je n'ai pas été formée à cette culture-là. Là, ça pose problème. Ça pose effectivement problème et donc, pour vous rejoindre, peut-être qu'il faut reformater notre système éducationnel pour introduire les cours d'entrepreneuriat depuis l'école primaire. Je fais toujours l'exemple, je donne toujours l'exemple des petits Ghanéens qui savent tout faire. Parce que déjà à l'école, on leur apprend cela. Mais nous, on attend d'être à l'université. Voilà. On est trop dans l'esprit bureau. Quoi. Voilà. Un anglophone, quand il est nommé, c'est qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi mon but. Un francophone, c'est où est mon bureau. Où est mon bureau? Est-ce que c'est climatisé? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que j'ai une voiture de service? Est-ce que j'ai une voiture de service? Est-ce que c'est un bureau imposant? Voilà. Alors que... Qui je peux renvoyer, qui je peux garder dans l'entreprise. C'est tout ça qui nous intéresse. Au lieu d'aller à l'essentiel. Et si vous, c'est tellement bien dit, parce que si vous regardez tous les petits métiers d'Abidjan, regardez bien ceux qui les occupent. Regardez bien. Ceux qui font les poulets braisés, ceux qui font le soukouya, ceux qui font l'aloko, ceux qui font la banane braisée. Mais je vais vous dire, allez-y quelque part là, le type, il braise environ 200-300 poulets par jour. Celui-là, il n'est ni connu des impôts, ni d'aucun service officiel, mais il est là, il fait son chiffre d'affaires. Hein. Il est dans l'informel. Il est dans l'informel. Vous voyez. Il y a aussi l'environnement. Parce que là, tu décides d'entreprendre et tout de suite, les parents qui ont investi dans tes études, ils t'encouragent à aller chercher du boulot. Parce qu'ils te disent, tu vas entreprendre, tu vas perdre ton temps, c'est mieux que tu ailles voir tel oncle qui va te positionner dans telle entreprise. Et quand tu n'es pas fort d'esprit, tu es découragé. Je suis d'accord, mais ne nous décourageons pas. Oui, ça n'a pas marché. Dans notre famille, il n'y a pas d'homme d'affaires dedans. Il faut aller dans un bureau. Ça n'a jamais été comme ça. Tu avais le fils de terre. Voilà. Non. Aujourd'hui, ça dit à partir de maintenant, de 2018, là, disons aux parents, que c'est l'entreprise qui donne de l'argent. Ce n'est pas les bureaux qui donnent de l'argent. J'ai discuté avec un vieux à Korogo un jour, il m'a dit, Jean-Baptiste, vous êtes toujours dans 4 bureaux, mais votre possibilité d'argent ne se limite qu'aux 4 murs. Mais celui qui est dehors, lui, il a la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Donc, laisse à faire des bureaux. Voilà. Monsieur Kouadio, j'ai une question concrète à vous poser. Dites-moi, est-ce que quelqu'un qui a un emploi et qui, à côté, a des activités annexes, communément appelées dans notre jargon des gombos, très bien, c'est ce que c'est. Alors, est-ce que cette personne est productive? Par exemple, Nessie travaille à RTI et à côté, Marcelin travaille à la RTI, il a une activité. Est-ce que ça pose aussi la question de la productivité? Est-ce qu'on est efficace? Bon, moi, j'aurais tendance à vous retourner la question, mais je vais dire ceci, vous n'êtes pas efficace. Ah bon? Parce que là, vous êtes sur le plateau, d'accord, mais vous êtes en train de penser à votre gombo. Et quand vous êtes à votre gombo, vous êtes en train de penser au plateau. Est-ce que je serai à l'heure? Donc, tout le temps, vous êtes troublé. L'idéal, c'est quoi? L'idéal, serait de transformer votre gombo en entreprise. Puisque vous êtes sollicité. Ça veut dire que les gens ont besoin de vos services. Donc, vous laissez tomber la télé et vous allez voir qu'ils vont vous solliciter encore. Ah bon? Oui. OK. Voilà. Merci pour le conseil. Et vous serez consultant, vous serez tout, enfin, et vous allez facturer. Ah, d'accord. Voilà. C'est la partie qui me plaît, vous allez facturer. C'est ça. OK. Alors, on va aller maintenant de comment financer son entreprise. On va pêle-mêle parler de plan d'affaires, le fameux plan d'affaires. Je rappelle, quand on en a parlé ici pour la première fois, il y a beaucoup de personnes qui étaient dubitatives par rapport au plan d'affaires. Le plan d'affaires, ça soit réellement sur quoi, monsieur Kouadio? Le plan d'affaires, la philosophie du plan d'affaires, c'est quoi? C'est je veux créer mon entreprise. Soit j'ai de l'argent que je vais risquer.
est-ce que je ne vais pas perdre mon argent? Est-ce que je vais gagner en mettant mes économies dans cette affaire? Ça, c'est un. 2, je vais entreprendre, je vais emprunter de l'argent. Mais il faut convaincre celui qui va vous donner de l'argent avec le plan d'affaires. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va dire, bon, je peux vendre tel nombre de régimes de bananes, je prends toujours ça. Je suis fils de paysan, hein, excusez-moi. Bon. C'est normal. Ça. OK. Je vais vendre tel nombre de régimes de bananes, qui va l'acheter? Il faut que j'identifie les gens qui vont l'acheter. Et puis après, où est-ce que je vais m'approvisionner? Mais est-ce que cette affaire va me rapporter de l'argent? Combien ça va me rapporter? Et donc, je vais comparer les flux futurs à ce que j'ai aujourd'hui. J'engage 500 000 francs dans l'affaire. Est-ce qu'au bout du compte, j'aurai 600 000 ou bien j'aurai 400 000 francs? Si j'ai 400 000 francs, ce n'est pas la peine d'entreprendre. Mais si on ne fait pas ces plans d'affaires, si on ne fait pas cette étude de faisabilité, on ne saura jamais si je gagne ou si je perds. Donc, il faut toujours, quand on a l'idée, on fait toujours une étude de faisabilité, on fait ces plans d'affaires pour décider, pour tempérer les ardeurs, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire « Ah, ça va marcher ». Et puis, pour lever les doutes par rapport à ceux qui vont vous dire « Ah, vraiment, cette affaire-là, ça n'a jamais marché ». Bon, il y a tel qui a entrepris, mais comment est-ce qu'il a entrepris? Est-ce qu'il a pris toutes les dispositions pour entreprendre? C'est pour ça que nous sommes sur le plateau. Et voilà. On a un autre problème, oui. c'est qu'on a tendance à copier ce qui marche. Bon. Dans le même quartier, il y a une dame qui vend de la loco, ça marche bien. Le lendemain, on se rend compte que devant toutes les portes, tout le monde vend de la loco. Donc, personne ne vient d'acheter votre aloco. Chacun mange son aloco et puis bon, demain matin, tout le monde est fermé. Il ne faut pas imiter. C'est ça, c'est très ivoirien, franchement. Même au niveau de l'art, même au niveau des artistes, un comédien va faire un one-man show, dans la minute qui suit, dans le mois qui suit, tout le monde va s'aligner, one-man show, one-man show, one-man show. Ça tue la culture, ça tue la création. En fait, l'entrepreneur, c'est un visionnaire, c'est-à-dire c'est celui qui va amener ce qui n'existe pas, c'est un créateur. C'est un créateur. Et il dévance, il est toujours... Il innove. C'est-à-dire, il regarde pour vous. Il dit, chez Marcelin, il y a ça qui manque. Donc, je vais prendre pour Marcelin, là, mais je vais ajouter ça pour faire la différence avec Marcelin. Et c'est ça qui va attirer les clients vers moi. Et donc, ça va obliger Marcelin à réfléchir. Et c'est comme ça qu'on a la croissance économique. C'est comme ça que... Mais si on copie textuellement la même chose, on fait la même chose sans y ajouter... Si on est des imitateurs, ça ne marchera jamais. Voilà. Et pas que ça, hein, on se fait accompagner de gris-gris, de basses, comme on le dit chez nous. Si les gris-gris, si les gris-gris et les basses faisaient décoller les économies, on dit là, pourquoi Africains seraient... On dit, mais cette femme-là, ça marche chez elle, pourtant elle insulte les clients. Mais pourtant, tout le monde vient là-bas. On entend ça très, très souvent aussi. L'Afrique, c'est un mystère. Est-ce qu'il faut penser à ça, à ce genre de choses-là, quand on veut entreprendre? Quand on veut entreprendre, il faut ignorer ça. C'est la technique, c'est tout. Les Japonais, est-ce qu'ils ont eu besoin de gris-gris? Les Coréens, est-ce qu'ils ont eu besoin de gris-gris? Non. Je me rappelle qu'en 1974, les Aïrois de l'époque sont partis en Coupe du Monde avec... combien ils ont pris 9 buts à 0 contre la Yougoslavie. Donc, affaire des gris-gris, là, on n'a qu'à laisser ça. Qu'on se mette au travail. On se met au travail. C'est ça seulement qui peut nous faire gagner. Donc, moi, j'invite les jeunes à entreprendre, mais à entreprendre en toute connaissance de cause. On ne se lance pas comme ça. Justement. On ne se lance pas comme ça. Et nous sommes là pour les conseiller, pour leur dire on fait comme ça, on fait comme ci, on fait comme ça. On ne se lance pas comme ça. Et si on veut aborder le thème du financement de l'entreprise, vous voyez que soit vous avez des économies que vous allez investir, ou bien vous allez emprunter, mais il faut prendre des précautions là encore. Et la semaine prochaine, on développera ça. Merci, c'est toujours un plaisir de vous avoir, Monsieur Jean-Baptiste Kouadio, le spécialiste de tout ce qui est entrepreneuriat, bien sûr, à Matin Bonheur. Matin Bonheur qui justement se poursuit dans quelques instants seulement. Nous aurons Monsieur Lesseyi Alain, il est magistrat et juge des tutelles au tribunal de première instance d'Abidjan. Il est déjà donc dans ce studio avec lui. Nous parlerons bien sûr de son métier, de ce qu'il fait, de l'importance qui est donc celle du juge de tutelle dans le système judiciaire. Merci d'être à Matin Bonheur. Je suis en compagnie de la ravissante Nessindri et nous sommes avec vous jusqu'à 7h30. On rentre maintenant dans les prolongations. La pub, on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Merci. Mon papier.
Côte d'Ivoire, les véhicules de transport mal entretenus et vieillissants sont les principales sources de pollution de l'air dans les grandes villes. Chers transporteurs de Côte d'Ivoire, disons non à l'utilisation des automobiles polluants et veillons à l'entretien de nos véhicules afin de préserver notre santé et offrir un environnement sain à nos populations. Les transporteurs de Côte d'Ivoire disent non en chœur. Stop aux véhicules polluants. Ceci est un message du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Infoline 2021 1856. Alors, notre bienvenue, bienvenue, welcome back, comme diraient les Anglais, dans votre matinale Matin Bonheur. Nessie et Marco sont là. On poursuit avec, cette fois-ci, le thème suivant, un thème qui parle de droit, bien sûr. Le juge des tutelles, quel rôle dans le système judiciaire? Mais avant, suivons ça. L'élément magnéto donc va suivre, l'élément explicatif donc qui nous permet de planter le décor et de commencer la discussion. Aujourd'hui, on va parler bien évidemment du juge de tutelle et son importance dans le système judiciaire. Élément magnéto et après on se retrouve pour la discussion. Un juge de tutelle, j'ai entendu parler, mais je ne connais pas la définition. Un juge de tutelle, moi je ne connais pas, sérieux. Un juge de tutelle, je ne sais pas ce qu'il fait. Comme on le voit, le rôle du juge des tutelles n'est pas vraiment connu du justiciable. Et pour les personnes qui ont entendu parler du juge des tutelles, elles ont du mal à définir les fonctions et le rôle de ce magistrat dans le système judiciaire. Le juge de tutelle, c'est un juge qui s'occupe des enfants, des problèmes d'enfants et des femmes qui sont en bas âge. Un juge de tutelle, c'est une autorité qui, conformément à la loi, qui a pour obligation de défendre, on peut dire, les mineurs, les droits des mineurs et autres. Moi, je pense que c'est le juge qui s'occupe des enfants. Les enfants, disons, orphelins, ou les enfants qui ont perdu leurs parents, ou bien les enfants, les mineurs. C'est un peu tout cela, l'émission assignée au service des tutelles, une chambre qui fait partie du greffe du tribunal d'Abidjan. À la porte 17, nous occupons de tout ce qui concerne les enfants. Les enfants mineurs, quand on parle des enfants, c'est seulement les enfants mineurs jusqu'à 20 ans. Et 21 ans, c'est déjà la majorité. Pour saisir le juge des tutelles, d'abord, le justiciable vient au tribunal de première instance et c'est par rapport à son besoin, sinon à ce qu'il veut par rapport à son enfant. Il arrive au greffe, il demande à voir un juge des tutelles, automatiquement le dirige vers le greffe, à la chambre qui s'occupe spécialement des enfants. Et là, quand le justiciable arrive, le citoyen lambda, comme on le dit, il présente d'abord ce qu'il veut. Parce que c'est pas... quelquefois, il a des besoins, mais il ne sait pas exactement quel acte il doit faire. Donc, il vient ici, il présente son problème, et puis nous, on oriente. On lui dit par exemple, parce qu'il y a des parents qui décèdent, et la mère est seule avec les enfants. Elle ne sait pas quel acte exactement il doit faire. Un problème. Quel acte faire pour protéger son enfant? Quelle démarche entreprendre? On peut saisir le juge des tutelles pour trouver une solution à ces différents problèmes. Il y a des enfants, par exemple, qui doivent rejoindre leurs parents à l'étranger ou aller carrément chez un tuteur à l'étranger pour continuer les études. Et quand les parents se rendent à l'ambassade, on leur demande de venir au tribunal pour faire des papiers, l'autorisation parentale. Et quand ils arrivent ici, donc, nous les recevons. Et puis, quelquefois, ils ne savent même pas qu'ils doivent aussi déléguer la puissance paternelle au tuteur qui est en France, en Europe, partout. Donc là, nous leur disons, en plus donc, de l'autorisation parentale, il faut déléguer la puissance paternelle pour que le parent qui est là-bas soit le tuteur légal de l'enfant. Le juge des tutelles est donc un magistrat dont le rôle est d'organiser et d'assurer le fonctionnement d'un régime de tutelle applicable à une personne mineure mais aussi majeure souffrant d'incapacité. En un mot, sa compétence, c'est la protection des personnes, l'intérêt des enfants, orphelins, naturels et les adultes soumis au régime des mineurs. Mais voilà, nous sommes de retour. À l'instant, vous avez eu droit à la capsule droit qui donnait plus ou moins la définition du juge de tutelle. Et nous avons avec nous une personne aguerrie, Monsieur Lesseyi Alain. Il est magistrat juge des tutelles au tribunal de première instance d'Abidjan. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour madame, bonjour monsieur. Il y a quelque chose à rajouter oui. Par rapport au rôle du juge de tutelle, par rapport à l'élément que vous venez de voir? Bon, pour faire plus simple, je dirais le juge de tutelle, c'est le magistrat qui, au sein de la juridiction, est chargé de l'application du régime de protection des mineurs.
Pour être plus concret, le juge des tutelles s'occupe de tout ce qui est garde juridique, puissance paternelle, pension alimentaire, administration légale. Voilà un peu le rôle du juge des tutelles. Ce n'est pas que les mineurs, il y a également les majeurs dont la capacité mentale est alternée. Oui, à ce niveau, altérée. Oui, à ce niveau, il faut faire quand même une distinction. Dans notre arsenal législatif, la gestion des majeurs dont la faculté mentale est altérée, disons, sous le régime de l'interdiction judiciaire, qui n'est pas de la compétence du juge des tutelles, contrairement à d'autres législations, notamment françaises, où il y a un régime juridique spécifique pour les majeurs dont les facultés mentales sont altérées. Alors, monsieur le juge, le juge de tutelle est méconnu, est très méconnu dans notre pays. C'est dû à quoi? Un déficit de communication ou bien éloignement du justiciable par rapport au système judiciaire? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Oui, c'est peut-être un peu de tout. C'est peut-être la première fois qu'on a un juge de tutelle sur un plateau matinal. C'est l'une des rares fois. Bon, c'est un début. C'est peut-être aussi la première fois qu'on invite le juge de tutelle. Enfin, c'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre, mais je veux dire que c'est peut-être aussi à l'image des relations entre les justiciables et le système judiciaire ivoirien. Ils sont un peu éloignés du système judiciaire ivoirien. La faute à qui? Un peu tout le monde. Hein. C'est vrai peut-être que le système judiciaire ne communique pas assez. Mais, il faudrait peut-être aussi pallier à cela. Mais bon, je pense que c'est un peu la faute à tout le monde aussi. Alors, généralement, les cas que vous avez à gérer, ça tourne autour de quoi? Généralement, c'est les cas de garde juridique, garde d'enfants. Okay. Vous avez des pères et mères qui sont séparés, qui se disputent la garde des enfants. Et donc, le juge des tutelles a amené à arbitrer, à décider lequel des parents est le plus apte à avoir la garde de l'enfant. Ça, c'est quand il y a eu mariage légal? Non, c'est justement quand il n'y a pas eu mariage. Quand il n'y a pas eu mariage légal. D'accord. Donc, ils ont conçu l'enfant, mais ils ont conçu l'enfant, ils se sont séparés. Dès lors, maintenant, il faut déterminer lequel des deux parents doit avoir la garde de l'enfant. Principalement, prioritairement, la garde revient de droit au père, ainsi qu'il ressort de notre arsenal législatif, de la loi sur la minorité. À partir de quel âge? Jusqu'à quel âge? Justement, c'est ça, c'est cette précision qu'il faut faire. Je crois que dans l'entendement populaire, on a dit c'est à partir de 7 ans que le père doit prendre l'enfant. Non, la loi est claire. Dès lors que le père a reconnu l'enfant dans l'année de reconnaissance par la mère, les droits de puissance paternelle sont exercés par le père. La puissance paternelle emporte la garde et la notation légale. Donc, dès qu'il a fait la reconnaissance, il a l'exercice de la puissance paternelle sur l'enfant. Même si l'enfant est à bas âge, même si l'enfant... Oui, c'est là que le juge intervient, parce que la loi permet au juge de décider lequel des parents doit avoir la garde selon l'intérêt de l'enfant. Et donc, les juges estiment que, bon, c'est une construction jurisprudentielle, hein, comme on dit, que de 0 à 5 ans, l'enfant est encore à bas âge, n'est pas assez autonome et que la mère serait a priori, parce qu'un père aussi peut l'être, la mère serait a priori plus apte à s'occuper d'un enfant à bas âge. Voilà pourquoi le juge, en général, confie l'enfant à bas âge de 0 à 5 ans à la mère. Alors, j'imagine que dans l'exercice de ces fonctions-là, il y a le domaine enquête qui est très important parce qu'on s'assoit sur quoi pour désigner le père ou la mère? Vous avez un arsenal d'investigation assez immense. Vous voulez dire pour savoir lequel des deux parents est le plus apte? Oui, le plus apte. Oui, il y a une enquête qui est menée. Nous avons à notre aide le service de protection de l'enfance judiciaire, le SBGEJ. Voilà. Donc, lorsque le juge est saisi, lorsqu'il y a différentes parties, il leur donne une enquête. Donc, ce sont des assistantes sociales qui font des visites à domicile, qui interrogent les parents, qui nous font un rapport complet sur la situation de l'enfant, ses relations avec le père ou la mère. Le dossier est transmis au procureur de la République qui donne son avis également sur la situation. Et enfin, le juge des tutelles rend la décision. Le fait qu'il n'y a pas de mariage, par exemple, entre les deux parties, ça vous facilite la tâche ou bien ça la rend plus compliquée? Ça la rend plus compliquée. Ça la rend vraiment compliquée parce que, par mon expérience... Hein, les no man's land juridique. Non, pas vraiment. Les difficultés viennent du fait surtout des conditions dans lesquelles les parents se sont séparés. Voilà, donc peut-être les frustrations qui sont nées entre ces deux parents-là, bon, ils les font réjaillir sur la situation de l'enfant, ce qui est souvent préjudiciable aux mineurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arracher l'enfant des mains de ses parents parce qu'ils n'étaient pas suffisamment compétents pour remettre l'enfant aux services sociaux? Bon,
Disons, depuis que je suis juge des tutelles, je n'ai jamais été confronté à cette situation, mais la loi le prévoit. La loi le prévoit. Lorsque des parents, de par leur conduite notoire, mettent en péril l'intégrité physique ou morale d'un enfant mineur, oui, cet enfant peut être confié soit à une tierce personne digne de confiance. De l'entourage d'un des parents? Dans l'entourage d'un des parents, ou bien même à une tierce personne que le juge estime digne de confiance. Désigné comment? Quand on dit le juge estime digne de confiance, par rapport à quoi? Oui, c'est tout ça. On fait aussi une enquête sur la personne. Bien entendu, on ne va pas donner un enfant à quelqu'un qui... On ne va pas enlever un enfant d'une situation difficile pour aller le mettre dans une situation encore plus compliquée. Non. Après une enquête, bon, si on estime que cette personne peut accueillir l'enfant, on le fait. Ou à défaut, on va vers les services sociaux, notamment les pouponnières, les orphelinats éventuellement. Alors, qui peut faire la demande d'un juge de tutelle? Ce sont les parents ou la personne qui est en charge de la garde de l'enfant ou l'enfant lui-même? Bon, en général, ce sont les parents, surtout le parent qui n'a pas la garde, qui estime qu'il est temps que l'enfant lui revienne. C'est celui-là qui saisit le juge des tutelles. Sinon, les pères et mères, selon la loi sur la minorité, les pères et mères peuvent saisir le juge de tutelle chaque fois qu'il y a des difficultés relativement à leur enfant. Voilà. Il a donc ce problème de la garde et puis il y a le problème de la pension alimentaire aussi. En Côte d'Ivoire, avec notre culture, avec l'environnement, tout ça, et la place de l'enfant dans la société ivoirienne, on va dire en général, les ethnies, les régions, et ça a une influence sur l'union des parents, même quand elle n'est pas actée de façon légale. Est-ce que tout ça, tous ces ingrédients-là d'environnement, de façon de penser, de façon de voir la vie, de façon de voir l'enfant, son éducation, est-ce que parfois ça ne vous perturbe pas? Je sais par exemple que vous étiez à Daloa. Oui. Est-ce que le juge de tutelle, par exemple, à Daloa a les mêmes problèmes que le juge de tutelle qui est à Abidjan, par exemple? Oui, certainement. Effectivement, vous faites bien de le dire. Il y a un environnement socio-culturel qui impacte sur la situation de l'enfant parce qu'on n'a pas forcément les mêmes repères en termes culturels relativement à l'éducation des enfants. Certainement que ça impacte sur la situation de l'enfant. Mais je veux dire, entre le juge de tutelle d'Aloa, c'est pratiquement les mêmes cas, les mêmes situations qui se présentent avec celui d'Abidjan. Généralement, les cas, ce sont lesquels, concrètement? S'agissant de la garde d'enfant, c'est un père qui vient saisir le juge de tutelle, qui estime que son enfant atteint un certain âge où il a une certaine autonomie, il est temps qu'il le récupère pour le garder. C'est la mère qui refuse quelquefois, parce qu'elle estime que le père ne peut pas s'en occuper, ou alors c'est la mère qui saisit le juge des tutelles parce que le père ne contribue pas aux charges à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. C'est le cas de la pension alimentaire. C'est quelquefois aussi des hommes qui saisissent pour demander à ce que la mère contribue aux charges aussi. Ah oui. Et comment cela peut être la loi le prévoit, la loi ne fait pas des distinctions. Les pères et mères doivent contribuer aux charges liées à l'enfant. Alors, dites-nous, à quel moment... Bon, c'est vrai que dans la culture africaine, c'est mal vu je veux dire, on ne perçoit pas bien que le père puisse demander à la mère de contribuer. Justement, ça fait que tout à l'heure, on a parlé de culture, de voilà, ça fait que beaucoup... sinon, la loi le prévoit. Alors, par rapport à la pension, à quel moment la femme peut demander à l'homme de verser une pension? Lorsqu'elle a la garde. Et vice-versa. Le parent qui a la garde de l'enfant peut demander à l'autre parent de contribuer aux charges liées à l'enfant. Charges d'entretien, charges d'aliments, nourriture, entretien, soins, éducation, instruction, école, tout ça. Qu'ils soient mariés ou pas? Les parents? Qu'ils soient mariés ou pas. C'est une obligation légale. S'il y a enfant, vous devez contribuer aux charges liées à l'enfant. Comment ça se passe concrètement? Voilà, moi j'ai eu un enfant avec un homme qui disparaît de la circulation. C'est vrai qu'il a reconnu l'enfant, mais il disparaît de la circulation. Tout à fait. Comment est-ce que je l'oblige à verser une pension? Vous venez saisir le juge des tutelles, on tente une conciliation. La loi nous oblige à tenter une conciliation. S'il y a un accord sur le montant et les modalités, c'est mis sur procès verbal de conciliation qui a valeur d'un jugement. En cas de désaccord, c'est le juge des tutelles qui fixe, selon, on apprécie, selon le revenu de la partie à qui on demande le paiement de la pension alimentaire. Il y a un plafond qu'on ne doit pas dépasser, la quotité saisissable. À part de ce plafond, de 0 jusqu'à ce plafond, on peut fixer
une pension alimentaire. Ça varie, il y en a qui payent des pensions de 500 000 francs par mois, il y en a qui payent des pensions de 15 000 francs par mois. Et pourquoi? Pourquoi cette différence-là? C'est lié au revenu. C'est lié au revenu. Au prorata du revenu. Voilà, au prorata du revenu. Ah, intéressant ça. Voilà. Le gros problème qu'on a, c'est, je veux dire, les parents qui sont dans le secteur informel. Voilà. Une mère peut venir demander une pension alimentaire, le juge fait droit à sa requête, mais comment, concrètement, comment est-ce qu'elle va obtenir cette pension alimentaire? Quand le monsieur n'est pas salarié, donc il n'y a pas de traçabilité dans ses revenus. S'il ne s'exécute pas volontairement, comment est-ce que vous allez l'obliger à le faire? Et ce n'est pas qu'il n'a pas d'argent souvent. Ils sont souvent plus riches que ceux qui ont voilà, des revenus réguliers. C'est un peu ça la difficulté liée à surtout ceux qui sont dans une situation informelle. Alors, qui peut saisir le juge de tutelle pour une demande de protection judiciaire? Par exemple, on sait qu'il y a la personne elle-même, on en a parlé un peu, il y a les membres de sa famille, oui. Il y a l'entourage proche, il y a aussi les alliés. Ce qu'on appelle les alliés, les médecins, les thérapeutes, ça peut être un psychologue, un médecin ou bien un collègue qui a constaté qu'il y a des choses qui n'allaient pas, ou le procureur de la République aussi. Tout à fait, le procureur de la République également. Le juge des tutelles peut s'auto-saisir sur simple dénonciation anonyme. Voilà. Il suffit que l'information soit portée à la connaissance du juge des tutelles pour qu'il s'auto-saisisse. Et il met en place tout le régime de protection pour le mineur. Soit il le retire de la garde des enfants, de ses parents, pour le confier à une institution spécialisée, ou bien, comme je l'ai dit, à un tiers digne de confiance. Voilà. Alors, dans la décision de la garde de l'enfant, qu'est-ce qui prime? C'est un faisceau d'indices. C'est un faisceau d'indices. D'abord, il y a le cadre de vie. Ça ressort de l'enquête qui est menée par les services, par les assistances sociales en général. Il y a le cadre de vie. Il y a la disponibilité pour suivre l'enfant, les relations entre le père, ou bien entre les parents et l'enfant. Bon, c'est tout un faisceau d'indices qui permet au juge d'asseoir sa conviction. De bonne foi, il peut se tromper. Voilà, il est humain aussi. Voilà. Mais il y a un faisceau d'indices qui lui permet quand même de prendre une décision plus ou moins objective. Est-ce que l'avis de l'enfant compte? Oui, on peut l'entendre. Ça dépend de son âge aussi. On peut entendre, oui, ça dépend de son âge. On peut entendre l'enfant. Il est bon souvent de l'entendre. Et je pense que les spécialistes, les services, les assistants sociaux le font. Mais ce n'est pas tellement conçu aussi la vie de l'enfant. Parce que quelquefois, les enfants, voilà. Sont un peu manipulateurs. Beaucoup manipulateurs souvent. Surtout quand les deux parents sont séparés, là, ils vous vraiment très manipulateurs. J'aimerais qu'on revienne un peu sur votre relation, vos relations avec les assistants sociaux. En Côte d'Ivoire, on n'a pas trop d'informations sur le rôle, par exemple, je ne sais pas on a combien d'assistants sociaux. Est-ce que c'est comme dans d'autres pays où, par exemple, un parent qui déconne, on va dire ça comme ça. Oui, vous voulez parler de la DAS, par exemple, DAS, en France. voilà, la DAS en France. Est-ce qu'on a le pendant ici? Sinon, comment le juge de tutelle arrive à compenser ça? Oui, bon, je pense que le responsable du ministère de la Famille et de la Protection serait peut-être plus habilité à vous donner le nombre d'assistants sociaux. Non, mais nous, à notre niveau, effectivement, au niveau du tribunal de première instance d'Abidjan, il y a un service qu'on appelle le service de la protection de l'enfance judiciaire, le SPGEJ, qui regroupe des éducateurs spécialisés. La porte 17? Non, pas la porte 17. La porte 17, c'est le greffe des tutelles. Mais il y a le service de protection de l'enfance judiciaire, qui regroupe les assistants sociaux, les éducateurs spécialisés, bref, des travailleurs de ce domaine-là. Oui, nous sommes d'un grand secours, parce que j'avoue que sans eux, on n'avancerait pas. C'est eux qui font les enquêtes sur le terrain, ceux qui suivent au quotidien les enfants, dont les dossiers sont pendant devant nous, ceux qui nous font les retours des difficultés, et puis on harmonise nos décisions au vu des informations qui nous remontent. En définitive, le rôle du juge de tutelle est capital parce que ça y va même du socle de la société, la famille. Oui, c'est ça. C'est un rôle capital, c'est une institution essentielle parce qu'il s'agit de protéger le mineur qui est par essence un être faible qui ne peut pas être livré à la société qui a besoin de protection. Est-ce qu'une femme peut saisir un juge de tutelle si un homme refuse de reconnaître sa grossesse? Par exemple, elle était en relation avec un homme, tout le monde sait
qu'elle sortait avec cet homme. Oui. Mais une fois qu'elle est enceinte, l'homme refuse de reconnaître la grossesse. Est-ce qu'elle peut saisir un juge de tutelle? Non, ce n'est pas de la compétence du juge de tutelle. C'est une action en recherche de paternité qui est intentée devant les tribunaux ordinaires, devant le tribunal de droit commun. Donc ça, c'est Ça, ce n'est pas le juge de tutelle qui le fait. Le juge de tutelle intervient dès lors que la reconnaissance est établie. D'accord. Voilà. Pas de reconnaissance, pas d'obligation qu'on peut imposer à l'homme. Quid des personnes qui ont la majorité soit civile, qui est de 21 ans en Côte d'Ivoire, ou la majorité électorale qui est de 18 ans, qui ont cette majorité-là, mais qui ont des déficiences? Là, concrètement, comment le juge de tutelle s'en occupe, par exemple? Oui, comme je le disais en début d'émission, ce n'est pas de la compétence du juge de tutelle, il y a le régime de l'interdiction judiciaire. Donc, c'est un peu calqué sur le régime de tutelle du mineur. Il y a un conseil des familles qui se réunit, qui saisit le tribunal de première instance, le tribunal de droit commun. Et puis, bon, le tribunal de droit commun ordonne les enquêtes qu'il y a lieu de faire au vu des rapports médicaux et prononce donc l'interdiction de ce majeur-là, dont les facultés sont aliénées. Et il lui est désigné un représentant légal pour tous les actes de la vie civile qu'il a accomplis. Mais ce n'est pas vraiment de la compétence du juge de tutelle. Alors ça veut dire que le juge de tutelle, pour ceux qui nous regardent, mesdames et messieurs, est très important quand il n'y a pas d'acte de mariage. Voilà, la relation n'est pas vouée donc on va dire, au flou ou bien au vide juridique. Il y a toujours une possibilité donc d'avoir quelque chose de protéger l'enfant. Parce que le plus important, c'est l'enfant. C'est de protéger l'enfant. C'est de protéger l'enfant, c'est de protéger le mineur. Le mineur, exactement. C'est la mission essentielle du juge de tutelle. Appliquer le régime de protection des mineurs. Voilà. Et de régler à froid, vraiment, de façon intransigeante, ce qui est bien pour l'enfant d'abord. Vous faites bien de le dire à froid parce qu'il y a vraiment beaucoup de passion autour de cette question d'enfant. Je dis ça à dessein parce qu'on dit souvent que quand le juge de tutelle est de sexe féminin, ça agit sur, vous avez certainement déjà entendu ça, ça agit sur la décision, c'est la mère qui gagne, mais quand c'est un homme, ça agit. Bon, est-ce que tout ça, ça relève du mythe, c'est pas la réalité? Oui, tout ça relève du mythe, comme vous le dites, ce n'est pas la réalité. Le juge de tutelle essaie, autant qu'il le peut, d'être objectif dans sa prise de décision. Au vu des rapports qui lui sont fournis, au vu des informations qu'il a, il essaie de prendre la décision la meilleure pour l'enfant. Voilà. Au-delà des canaux d'information des assistants sociaux, vous avez, parce que vous le faites entièrement à 100% confiance, vous n'avez pas d'autres sources aussi anonymes ou d'autres sources? Si, comme je l'ai dit, le juge de tutelle peut être saisi de façon anonyme, donc il peut avoir d'autres moyens de faire remonter l'information à son niveau. Mais bon, il travaille quand même avec les assistantes sociales, il leur fait confiance. Et généralement, avant de donner votre verdict, qu'est-ce que vous conseillez aux différents parents? Bon, ça, à ce niveau-ci, oui, donc dans la conciliation, on essaie de trouver le meilleur arrangement entre les parents relativement à leur enfant. Qui doit avoir la garde, quel montant de pension à payer. Mais bon, le juge reste un juge, hein, c'est pas un conseiller matrimonial, parce que très souvent on veut le transformer en conseiller matrimonial. Voilà, il reste un juge, il a à trancher une situation donnée. Bon, il tranche dans l'intérêt de l'enfant. Ce n'est toujours pas compris par les parents, parce que, comme je le dis, il y a beaucoup de passion autour de la question de l'enfant. Mais on le fait véritablement en pensant agir dans l'intérêt de l'enfant. Et vous avez déjà été menacé par un parent après avoir donné une décision? Non, menacé, non, mais bon, on m'a fait comprendre qu'on n'était pas content. D'accord, ça, je peux le comprendre, mais menacé, pas encore. Pas encore. Mais vous n'avez pas d'état d'âme, vous êtes là pour dire le droit, c'est ça? Oui, nous sommes là pour dire le droit. Quel conseil vous pourriez donner à des personnes, par exemple, qui envisagent d'être ensemble, ne prévoient pas le mariage, par rapport à leur futur, quoi, dans le couple? Quel conseil? De votre position... Vous me transformez en conseil. Oui. Acceptez ce rôle-là pendant quelques secondes, quoi. Quel conseil on peut donner pour éviter les pièges juridiques, par exemple? Donc, quoi on se lance quand on est en couple sans être marié? Oui, ça c'est un vaste domaine. Hein. Dans quoi on se lance quand on est en couple? Juridiquement, par rapport aux enfants, tout ça. Je conseillerais à ces parents-là de prendre attache avec un juge de tutelle pour qu'il leur explique un peu les droits qu'ils ont sur leur enfant, les obligations qui leur incombent, et puis
partage un peu son expérience pour qu'ils comprennent un peu qu'est-ce qui pourrait arriver à l'enfant au cas où ils arrivaient à se séparer. C'est le cas des familles recomposées, ce qui crée beaucoup de difficultés après aux enfants, des questions d'adaptation. Un enfant qui vit dans un environnement, après qui se retrouve dans un autre, un week-end ou bien une partie des congés, que c'est souvent pas facile à gérer. Voilà, c'est souvent pas facile à gérer. Moi, le conseil que je peux donner aux parents, c'est... Bon, je n'aurais pas à juger les questions de sentiments, mais je dirais qu'ils fassent l'effort de préserver leur enfant, de leur épargner... Penser au bien-être de l'enfant d'abord. Voilà, de penser au bien-être de l'enfant, de leur épargner leur friction personnelle, de penser au bien-être des enfants. Alors, j'ai une question très importante. Toutes les questions sont importantes. En Côte d'Ivoire, on assiste souvent à des cas assez particuliers quand le père décède. Oui. Surtout quand il n'est pas marié avec la mère. Oui. Les parents du père viennent saisir tous les biens. Dans ce cas-là, est-ce que la mère peut saisir le juge de tutelle? Et si elle saisit le juge de tutelle, quelles sont les chances pour l'enfant de bénéficier des biens de du défunt père? Bon, je crois que sur ce point, la loi est claire. En cas de décès du père, la puissance paternelle est exercée par la mère. Qu'elle soit mariée ou pas. Qu'il soit marié ou pas. Qu'elle soit analphabète ou pas. La puissance paternelle est exercée par la mère. La puissance paternelle emporte, comme je l'ai dit, deux éléments, la garde de l'enfant et l'administration légale. L'administration légale, c'est le droit qu'a la mère ou bien l'administrateur légal de gérer les biens du mineur. Donc, sur ce point-là, c'est clair. Si le père décède, la mère vient se faire établir un certificat d'administration légale. On établit ensuite l'acte d'hérédité, le jugement d'hérédité, qui fait la liste des héritiers. Et la loi le désigne clairement l'ordre de succession. Prioritairement, ce sont les enfants. Et donc, s'ils sont mineurs, comme ils ne peuvent pas par eux-mêmes administrer ces biens, c'est leur représentant légal, en l'occurrence leur mère, qui a le droit d'exercer ce bien, de gérer ces biens-là en leur nom. D'accord. Et si le monsieur est marié, il est décédé, qu'il a un enfant adultérin? Oui, à ce sujet, c'est une question qui nous pose beaucoup de problèmes, mais qui est tranchée par la loi. Il faut comprendre que la reconnaissance d'un enfant adultérin n'est valable qu'avec l'accord, le consentement de l'épouse légitime. D'accord. Même si le père a reconnu l'enfant? Oui, s'il a reconnu, il a déjà mis son nom sur les certificats de naissance. Mais tant que l'épouse légitime n'a pas donné son consentement à cette reconnaissance n'est pas valable. Ah. Wow. On arrive à des situations où des épouses légitimes viennent en annulation de reconnaissance, de filiation. C'est courant. C'est courant. Ah, c'est normal. C'est courant. Et vous avez des enfants qui évoluent chez un patronyme et puis après un moment donné, il leur fait interdiction de porter ce patronyme. Interdiction même? Oui, puisqu'elle a annulé la filiation. Donc, on établit la réalité dans les actes d'état civil. Ah. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur juge Lessiei Alain. Vous êtes magistrat, juge des tutelles au tribunal de première instance d'Abidjan. Merci en tout cas de nous avoir expliqué de façon simple, concise, comme ça. Les choses, on voit mieux clair maintenant par rapport à tout ce qui est juge de tutelle. Vous pouvez donc être au fait de toutes les informations en contactant donc, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministère le service des gardes des Sceaux. Il y a toutes les informations là-bas. Dans tous les tribunaux de Côte d'Ivoire, il y a un juge de tutelle. Un juge de tutelle, voilà, vous pouvez avoir toutes les informations. Et c'est le but d'inviter des personnes qui nous parlent des sujets qui vous touchent. C'est la fin d'ici. Merci. Merci à vous. Merci également pour toutes ces informations que vous nous avez données. Allez, on se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Cette émission a été réalisée par Christelle Akoussa. C'est la même qui sera avec vous pour écrire techniquement l'émission demain, mercredi. Allez, très bonne journée à toutes et à tous.